je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que dans une seconde, il y a un météorite qui va tomber, peut-être que j'ai un cerveau qui va s'effondrer, peut-être que je ne sais trop quoi. Ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'à chaque fois, il y a le souffle de la vie qui arrive. On ne contrôle rien. Olivier, selon vous, un artiste est comme un virus. Vous qui êtes artiste, qu'est-ce que vous entendez par là? As an artist, what do you mean by that? Comme vous savez, depuis toujours, la vie organique fonctionne par échange d'informations. Et pendant 2 milliards d'années, vous n'aviez sur Terre que des bactéries et des virus qui s'échangeaient de l'information. Et une bactérie rentrait dans une autre, ou un virus rentrait dans un autre, et y mettait des messagers génétiques et transformait la bactérie qui avait été percée pour justement y amener un peu des éléments qui étaient dans le virus. Par conséquent, un artiste est aussi un petit peu un organisme qui tente de faire rendre compte à son interlocuteur, au spectateur, des choses qu'il ressent. Et donc moi, je crée des images et je veux que ces images pénètrent dans le cerveau du spectateur pour qu'il soit transformé intérieurement. Je pense que tout artiste veut amener un déplacement de l'intériorité du spectateur, de façon à ce que le spectateur tout d'un coup se dise « Tiens, je n'avais pas vu ça ». Je vous amène des images pour que vous ayez un autre point de vue sur le monde. Maintenant, j'ai 2 questions à vous poser. Tout d'abord, vous utilisez une définition très technique du mot virus. De nombreuses personnes perçoivent le virus comme quelque chose de dangereux. Many people would just see virus as perhaps something which was dangerous. Yes. Nous sommes dangereux. Nous, les artistes? Oui, nous sommes dangereux, mais c'est aussi un danger intéressant. Et nous sommes dangereux, d'ailleurs, dans tous les pays totalitaires, les hommes politiques se débarrassent des virus, se débarrassent des artistes et des philosophes, parce qu'ils font aller plus loin un petit peu. Ils vous présentent des images qui, tout d'un coup, vous feront prendre conscience de la réalité. Et quand nous sortons d'un bon film, nous gardons des images en nous. Et le réalisateur a mis des images en nous, que l'on va garder toute notre vie. Un bon film, une bonne musique, les morceaux reviennent en nous. C'est comme des virus. Et la valeur d'un bon roman, c'est quand tout d'un coup, il y a une phrase qui arrive et puis elle nous enveloppe complètement. Et elle nous enveloppe et là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du virus. Mais c'est très positif, effectivement, parce que ça nous permet de déplacer notre vision. Finalement, on voit avec le regard de l'autre. Et c'est quelque chose de magnifique, en fait. Des films comme Samsara avec Ron Frick et Discarnate, qui est également le fruit de votre travail, qui apparaît dans une vidéo musicale de Mylène Farmer. Alors, quels sont les aspects de votre travail qui attirent une attention particulière des cinéastes? What is it about your work that filmmakers are attracted to? Cette performance où je me transforme le visage avec de la terre, que j'ai appelée transfiguration, faute de mieux, je ne sais pas si c'est un bon terme, j'en ai pas trouvé d'autre, c'est une performance assez émouvante et qui touche tout le monde, je pense, parce que d'abord je touche la région du monde la plus sacrée, qui est le visage. Et le visage, c'est l'identité, c'est la personne. Quand tu touches au visage, forcément, tu touches à l'identité. Et dans cette performance, j'arrive là, en costard-cravate, impeccable, et tout d'un coup, le personnage va commencer à se mettre de la terre sur le visage. Et c'est très émouvant de voir que dès qu'il y a de la terre sur le visage, et on voit ça dans tous les rituels, que ce soit les rituels africains, australiens, etc., qui utilisent du kaolin. Tout
tout d'un coup, le corps va culbuter, va chavirer dans un autre monde, dans un arrière-monde. Le corps qui était là, présent à nous, tout d'un coup devient un peu sculptural, il devient comme une sculpture, comme une pierre, et c'est comme si tout d'un coup il passait dans un arrière-monde. Donc il y a quelque chose de très émouvant là-dedans, et cette entité, à la fois vivante et en même temps qui passe dans le domaine de l'art, de la sculpture, tout d'un coup va se mouvoir doucement, et puis va commencer à évoluer de plus en plus, et son visage va se transformer en toute une série de bestiaires, d'animaux étranges. Allez, réveille-le maintenant. Réveille-le doucement, là. Là. Allez, peut-être jamais ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, tu as ce contraste entre ce petit fonctionnaire-là qui était très très bien et qui tout d'un coup rentre dans ce qu'on appelle l'inner man, l'homme intérieur. Et c'est là où il y a ce formidable contraste entre notre monde de plus en plus artificiel, technologique, mais qui reste toujours malgré tout en contact avec la chair, avec la boue originelle. Et j'adore ce contraste-là, parce que vous pouvez être là avec toutes ces caméras, vous pouvez être là avec tous votre appareil technique, malgré tout, vous restez un être organique de chair, avec vos sentiments, votre identité, vos peurs, vos désirs. Et ça, c'est plus fort que tout. Vous pouvez avoir toute la technologie que vous voulez, malgré tout, vous restez quand même un être qui s'émeut pour n'importe quoi. Et donc, dans cette performance, avec cette terre-là, je vais dire tout ça. C'est-à-dire que je veux dire la fragilité de mon être et comment je peux avoir une identité là qui vous paraît bien marquée et tout d'un coup, je vais partir dans un autre monde, un arrière-monde et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et juste avec un petit peu de terre, je vais retracer toute la phylogénèse, c'est-à-dire tout ce parcours que l'évolution créatrice a produit pour arriver jusqu'à l'homme. Il y a eu les poissons, il y a eu les reptiles, les batraciens, les vertébrés, de plus en plus jusqu'à l'homme. Et là, tout d'un coup, je remonte dans le temps. Et je me transforme dans tous ces animaux-là à une rapidité déconcertante. Car je peux, en quelques secondes, me faire un groin de cochon, et puis d'un seul coup, me transformer en un cerf, ou me transformer en un orang-outan, etc., avec une rapidité énorme. Donc j'ai inventé là quelque chose qui, je pense, est unique dans l'histoire de l'art. C'est un peu présomptueux peut-être de dire ça, mais je ne le vois pas ailleurs. C'est-à-dire que le masque est quelque chose qui existe depuis toujours. Mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de masque mobile. Vous arrivez, vous allez danser, etc., avec un certain masque qui va être le masque de l'antilope, ou qui va être le masque du jaguar, ou qui va être le masque... Mais ce masque-là ne se transforme pas. Or moi, tout d'un coup, je me fais un masque, et ce qui est impressionnant, c'est que je m'ouvre le visage, je me le sectionne, je l'ouvre dans tous les sens, avec une rapidité énorme. Et bien entendu, à chaque masque correspond une identité. Et ce qui m'intéresse, c'est que tout d'un coup, quand je me suis fait un certain visage, je commence à l'incarner, et puis je rentre dans un autre monde, etc. Mais, bien entendu, au-delà de cette métamorphose de masque, ce qui m'intéresse, c'est de rendre compte de l'identité. Qu'est-ce que je suis, moi? Et je suis comme cet homme de l'innommable de Beckett, à dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui parle en moi? Ils m'ont gonflé de leurs mots comme un ballon. J'ai beau me vider, c'est toujours eux que j'entends. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de me le demander. Et c'est ça Beckett, et c'est ça ma quête à moi aussi, c'est d'essayer d'interroger l'innommable qui est en nous. C'est assez intéressant parce que vous m'avez dit que le costume que vous portiez pendant vos spectacles était ajouté à une date ultérieure et que vous aviez commencé sans vêtements. Il me semble que vous vouliez trouver la réponse à cette éternelle question « Qui suis-je » Après l'avoir fait à plusieurs reprises, il s'est avéré que le costume était pour d'autres personnes. Donc, je voudrais savoir ce que vous avez découvert après l'avoir fait pour la première fois ou peut-être après les 10 premières fois.
for other people. Because I want to know, first of all, what you learnt from doing this the first time, or maybe the first 10 times. J'aimerais également savoir si vous continuez toujours à tirer des leçons de chacun de vos spectacles. L'idée est venue de Ron Frick, qui, quand il m'a proposé de participer au film Samsara, en fait, Ron Frick veut rendre compte du monde là où il en est aujourd'hui. Le monde là où il en est aujourd'hui, il y a encore plein de beauté. Mais la technologie, qui nous donne de plus en plus de pouvoir sur la planète Terre, est aussi très dangereuse, parce qu'elle a tendance à produire tous les maux que l'on connaît, la déforestation, etc., etc., et la perte de tout un ensemble de rituels et de langues. Et alors il me disait, ce serait intéressant que tu aies ton costard-cravate, parce que tu vas représenter ce technocrate lambda, qui est au service de cette technologie, mais qui à un moment donné prend conscience que cette technologie lui donne de plus en plus de pouvoir, mais lui fait perdre aussi une mémoire. Et donc, il y a un moment donné où ce technocrate ressent le besoin de basculer à nouveau vers la Terre, de rentrer à nouveau en contact avec la Terre, parce que l'homme est né de l'argile et doit rester en contact avec l'argile, parce qu'autrement, il va se déconnecter complètement du monde, et va rentrer dans une sorte de solipsisme, c'est-à-dire de gloire intérieure, de considération intérieure, d'égotisme. Il ne va plus regarder que son nombril, il va oublier la nature et il va partir droit dans le mur, quoi. Et donc j'incarne un petit peu ce personnage-là, très respectable, mais qui à un moment donné n'en peut plus de cette cravate, de tout ce monde. Il a besoin de respirer un coup, de respirer un grand coup, un grand bol d'air frais, et donc il retourne dans la terre pour retrouver ses origines. C'est un peu ça l'idée. Alors moi, je continue cette performance-là, je l'ai fait une première fois en 1999, seul dans mon atelier. En fait, c'était quelque chose de très bizarre. Après un mois de... comme tu le sais, tout artiste, il y a des moments où il ne crée rien. Il est malheureux, il est triste, c'est difficile. Et tout d'un coup m'est venue l'idée que j'étais comme déconnecté de moi. J'étais un peu comme ce personnage de Ron Frick qui est déconnecté de la Terre. Et je me suis dit, il faut que je retrouve à me reconnecter. Et il m'est venu cette idée très étrange de me dire, je vais remettre tous les éléments avec lesquels je travaille. Je suis peintre, alors je vais utiliser de la peinture, je suis sculpteur, donc de la terre, etc. Et je vais me mettre dedans, je vais rentrer dedans. Lorsque tu fais une peinture, tu as envie d'annexer la peinture en la vivant. Quand tu fais une sculpture, elle doit parler. Cette sculpture doit parler. Et pour qu'elle parle, pour qu'elle soit vivante, il faut vraiment que tu rentres dedans, que tu la connais, que tu sois comme un virus, tu dois la pénétrer, tu dois l'envahir, elle doit devenir presque vivante. Et donc, là, à un moment donné, je me suis dit, rentre dans ta terre, rentre dans ta peinture, sois ta peinture. Et voilà, j'ai commencé à m'imaginer, c'était en aveugle, mais j'ai eu la bonne idée de mettre une caméra devant moi. Et donc j'ai fait ça, j'ai commencé dans ma tête, bon voilà, j'ai un visage, j'ai 2 yeux, je me fais ma bouche, j'ai fait 1 visage, 2 visages, 3, et puis on voit bien sur la caméra qu'au bout de 10 visages, j'ai refait le contact avec moi et je m'en vais. Et c'est 1 mois après qu'une de mes filles me dit « Papa, sur la caméra, il y a quelque chose de très bizarre ». Et elle a ouvert ça à un endroit et elle ne me reconnaît même pas parce que je suis sous ma terre, comme ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai compris tout de suite. Et je me suis dit « C'est incroyable ». Et pour moi, peintre, depuis 20 ans, je peignais avec mes yeux. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois là? C'est qu'en aveugle, c'est plus intéressant. Alors, quand vous le faites, espérez-vous que cela produira une bonne impression ou bien êtes-vous sûr que cela produise une bonne impression? Ce que je veux, c'est rentrer en contact avec moi. Il s'agit vraiment d'une sorte de thérapie pour me rentrer en connexion avec moi-même. Et je ne me pose pas la question du résultat. Et c'est là l'astuce, c'est que quand vous faites une peinture en permanence, ou quand vous dansez, ou quand vous chantez, ou comme quand je parle maintenant là, je me dis j'espère que je vais être persuasif.
Et c'est là où ça peut devenir mauvais, c'est parce que je rentre dans un jeu. Quand vous peignez et que vous êtes là à dire j'ai fait 2 yeux, une bouche, etc. et vous reculez. Ah non, l'œil droit est trop bas. Donc là, c'est moins intéressant. Vous n'imaginez pas l'énergie et la puissance d'action qu'il a fallu à Picasso pour oser tout d'un coup, en 1917, je ne sais plus, oser faire un visage avec 2 yeux d'un côté et une bouche comme ça. C'est une énergie inouïe, parce que nous sommes tous toujours dans la mimésie, dans la reproduction. Il faut que ça soit bien, il faut que ça soit beau, mais fuck, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça soit vrai. On est rentré dans un autre domaine de l'art, on est rentré dans celui de la vérité. Essayez de rendre compte des choses telles qu'elles sont, essayez d'être dans la présence, une vraie présence qui s'impose, parce que là, tout d'un coup, on se dévoile. Qui je suis, qu'est-ce que c'est? Et le fait tout d'un coup de travailler comme ça en aveugle, de faire un visage, un autre, un autre, un autre. C'est comme ça que la vie a fonctionné depuis 3 milliards d'années. Comme vous le savez, la vie, il n'y a pas un petit bon Dieu qui est là pour dire c'est bien, parce que c'est pas bien. Les bactéries, lorsqu'elles mutent, le résultat, c'est au hasard. Et il y a la nature qui va sélectionner, parce que effectivement, il faut que l'organisme soit viable. Mais donc en permanence, les mutations se font dans tous les sens. Et petit à petit, il y a comme ça des choses qui arrivent. Mais l'éventail est bien plus large lorsque vous travaillez en aveugle, c'est-à-dire lorsque vous travaillez dans le ressenti intérieur. Alors, qu'est-ce qui est apparu en premier, la méthode ou l'intention? Disons que l'idée de vous mettre de l'argile sur le visage n'est pas la première chose qui vous vient à l'esprit. Donc ma question est de savoir si vous aviez d'abord décidé de vous mettre de l'argile sur le visage ou bien si c'était de l'improvisation afin d'expérimenter. Au début, la première performance, celle dans mon atelier, l'intention était de me reconnecter à moi-même. On a tous ça par moment, on est comme explosé. Notre cerveau est tellement pris par plein de connexions qu'à un moment donné, notre jeu, notre aïe, il saute de partout. Et il faut réussir à reproduire une cohésion pour avoir une puissance d'action. Donc au début, c'était vraiment une sorte d'exercice, on va dire, comme de yoga, quoi, pour essayer de se recontacter avec soi-même. Après, quand j'ai vu le résultat, j'ai compris qu'il y avait 2 choses dans Transfiguration. D'abord, Transfiguration, c'était une matrice génératrice de masques incroyables. C'est-à-dire que sur mon visage défilaient des tas de masques et des tas de sculptures. Parce que je suis d'abord peintre et sculpteur. Il vous est déjà arrivé de travailler avec de l'argile? D'abord, je suis un peintre et un sculpteur. Et donc d'abord, je travaille à distance. Et là, tout d'un coup, voilà. Et donc, je dirais que on a une sorte de raccourci au niveau de l'histoire de l'art entre peindre, sculpter et devenir danseur ou acteur. Finalement, là, on voit qu'à un moment donné, le passage du peintre au danseur ou du sculpteur au danseur, à force de vouloir rentrer dans l'œuvre, voilà, je suis devenu une sorte de danseur performeur. Mais le passage s'est fait comme ça. Mais je continue à être un peintre, c'est-à-dire qu'à chaque représentation, je me dis il faut faire de beaux visages, c'est-à-dire des visages émouvants, forts. Mais je continue aussi dans la première idée, qui est que cette performance est une technique de présence à soi. C'est-à-dire que, certes, j'ai cette intention qui est de créer une série de masques, de me transfigurer, mais pour autant, cette série de transfigurations, elle n'est pas jouée d'avance. Je suis dans cette idée d'Artaud, du théâtre et son double, c'est-à-dire que il faut faire venir dans le théâtre et dans la danse la vie. Il ne faut pas trop que ça soit écrit. Si c'est trop écrit, c'est étriqué. C'est quelque chose de surjoué. Pour que l'on sente que la vie vienne dans le spectateur, il faut qu'il ait une partie de liberté. Parce qu'à chaque instant, nous sommes dans la vie et dans la liberté. Là, actuellement, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que dans une seconde, il y a un météorite qui va tomber. Peut-être que j'ai un cerveau qui va
s'effondrer, peut-être que je ne sais trop quoi. Ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'à chaque fois, il y a le souffle de la vie qui arrive. On ne contrôle rien, on contrôle un petit peu. On est dans cette ligne en permanence de tension entre, on va dire, comme pour un embryon, dans la création d'un embryon, il y a deux choses toujours. Il y a la préformation, il y a le code génétique, et puis il y a l'épigénèse, c'est-à-dire la réaction de l'organisme à l'environnement. Et ça, on ne peut pas le prévoir. L'environnement, il nous déborde toujours. Donc en permanence, on est sur cette ligne-là, entre la préformation et l'épigénèse, c'est-à-dire entre le programme, j'ai une intention, mais si je veux exprimer ce que c'est que la vie, il faut bien que je montre au spectateur que moi-même, je ne sais pas où je vais. Et très rapidement, les spectateurs voient que je travaille en aveugle, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne vois pas le résultat. Je donne mon regard au spectateur. Quand je rentre sur scène, au début, j'ai les yeux ouverts, puis je les ferme et je mets de la terre sur mon visage. Et là, je dis au spectateur, maintenant, c'est vous qui voyez. Moi, je ne vois plus rien. Je vous donne mon regard. Et je pars comme ça. Et je pars dans un voyage et je deviens une sorte de médium. C'est-à-dire que là, j'essaie de rentrer dans quelque chose d'intérieur de plus en plus, dans une sorte de folie, et je me tape la tête sur les plaques de métal par derrière moi, et j'essaie de rentrer de plus en plus dans quelque chose qui fait ressembler à la transe. Mais qui n'est pas une vraie transe, parce que je reste comme un danseur dans cette vision ambiguë, c'est-à-dire qu'à la fois j'essaye de plus en plus dans un ressenti, mais en même temps je reste toujours avec cette vision satellite, c'est-à-dire que je suis quand même conscient d'être là sur scène. Vous allez présenter votre spectacle au Festival d'art Antigel, ici à Genève. À quoi devrions-nous nous attendre de votre spectacle à Antigel ? Je vais donc à nouveau réaliser cette performance, qui, comme je vous l'expliquais, est un travail de surmodelage du crâne et de la face. Mais pour moi, cette performance, c'est toujours un moyen pour tenter de dire, de crier quelque chose que je ressens très fort dans moi depuis très longtemps. Et j'ai l'impression parfois d'être dans une grande solitude et de me dire « mais c'est pas possible, les gens ne voient pas ça ». C'est-à-dire que nous habitons tous un corps, nous avons tous cette sensation de vivre quelque chose d'hallucinant qui nous a été donné une fois et qui va nous être repris bientôt quand nous allons mourir, et que c'est quelque chose d'inouï, et que nous vivons là un événement hallucinant. Mais bizarrement, c'est même pas bizarre, c'est qu'il y a une telle pression de la vie, programmée, comme je le disais, depuis 3 milliards d'années, qui fait que nous sommes tous dans une pression de survie. Et nous sommes programmés tous dans des rapports qui sont de lutte de pouvoir, d'accession, d'extension du domaine de la force, etc., qui font que nous développons tellement ces stratégies-là pour survivre qu'on en oublie le caractère inouï d'être au monde. C'est pour ça que je répète et je continue à dire, nous sommes tous dans une forme d'hallucination collective. Comprenez bien. Nous sommes dans une hallucination collective et nous oublions ce caractère inouï dont n'importe quel enfant, à l'âge de 7-8 ans ou 10-15 ans, tout d'un coup se dit « mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est incroyable !» Et puis il oublie parce qu'il a envie de draguer ses copines, il a envie d'être le meilleur au foot, etc. On oublie ça. Et or, c'est pour moi une des choses les plus incroyables. Et le fait d'être là, sur scène, à chaque fois, je me dis, je suis comme un karatéka. Il faut que je rentre dedans, que je leur fasse comprendre, qu'ils soient à nouveau dans cette prise de conscience de ce que c'est qu'un visage. On ne cesse de voir des visages et donc on est dans une sorte de banalisation du quotidien. Toute la journée, je vois des visages. Toute la journée, je vois le monde et j'en oublie le caractère incroyable. Et donc, le fait comme un virus, de vous lancer dans votre cerveau des images incroyables
je me déforme mon visage, je l'ouvre, etc. Ce n'est pas du tout fait dans une attitude mortifère ou morbide. J'insiste beaucoup là-dessus. J'adore la vie. Et c'est justement pour prendre conscience du vivant et de la beauté et du caractère inouï d'être là en vie que justement je me dis, c'est par ces images très fortes que je vais essayer de me réveiller moi d'abord et de vous réveiller vous en vous disant, regardez, comme c'est incroyable. En fait, ce que je voudrais, c'est que le spectateur voit mon visage comme le verrait un extraterrestre la première fois. Imaginez un extraterrestre qui verrait un être humain, il dirait « Oh, quelle chose incroyable, c'est stupéfiant ». Comme nous, si on voyait un extraterrestre, on se dirait « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Et bien là, tout d'un coup, je deviens, moi, un extraterrestre sur scène. Or, je suis arrivé impeccable. J'étais un petit fonctionnaire impeccable, là, très propre, les cheveux tirés bien comme il faut, etc. Et tout d'un coup, je me transforme en une sorte de monstre. Mais un monstre au sens étymologique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui montre ce que je suis. En vérité. Derrière mon visage, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a derrière mon visage? Il y a des milliards et des milliards de neurones qui fonctionnent et qui travaillent et qui reçoivent des messages, des informations, qui les captent et qui essayent de gérer ça. Et malgré tout ça, il y a quand même une sorte d'identité, quelque chose qui dit « je ». Et qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? C'est quelque chose de très progressif. Très progressif qui va en tension et qui monte de plus en plus. Mais je dirais qu'au début, j'essaie surtout d'être dans un contrôle du temps. C'est-à-dire qu'on a tendance à aller trop vite au début, parce qu'on veut tout de suite accrocher le public, on veut tout de suite envoyer des tas d'images, etc., et on va trop vite. Donc, je ne cesse de me dire, doucement, va lentement, etc. Contrôle-toi, machin. Donc j'essaie au début d'être dans un contrôle du temps, et petit à petit, je rentre dans quelque chose, et là, ce quelque chose-là est difficile à identifier, mais c'est une sorte de confirmation du soi, dans une interrogation. J'essaie de rentrer dans une auto-hypnose pour rentrer dans un personnage qui va me dépasser moi-même. C'est-à-dire que je rentre dans une auto-hypnose, et il y a un moment donné, d'ailleurs, je ne sais plus très bien où je suis, ce que je fais, et ce personnage me dépasse un petit peu, quoi. Et c'est vers là que je veux aller, parce que, comme je vous le disais, j'ai été fasciné, la première fois que j'ai fait cette performance, de voir qu'en aveugle, j'allais créer des masques très étonnants. Donc je me dis maintenant, il faut être plus qu'aveugle. Et comment être plus qu'aveugle? Il faut à la fois ne plus entendre, ne plus voir, ne plus entendre, mais ne plus comprendre ce que je dis. De plus en plus sourd, et arriver même à s'oublier soi. Parce qu'à un moment donné, je ne vais plus être dans « il faut avoir telle pose, être bien », être dans le regard de l'autre. Hein? Je dois être comme la feuille qui vole dans le vent. Tu vois, yes. Pour prendre une image bouddhiste, enfin je ne sais pas, mais je dois me laisser porter par quelque chose qui est un ressenti intérieur. Et effectivement, c'est peut-être ça la transe, c'est tout d'un coup ne plus être dans le jugement de l'autre. On est tellement dans le jugement de l'autre. Et c'est terrifiant parce que, certes, c'est nécessaire pour vivre en groupe, mais il y a un moment donné, si on n'est que dans le jugement de l'autre, on rentre dans la mimésie et on n'est plus que des clones. Effectivement, il faut réussir à couper avec tout ça, couper avec le ventre de sa mère, couper avec... voilà. Et là, tout d'un coup, va se poser quelque chose. Je voudrais vous demander ce que vous pensez du rôle des festivals d'art à l'ère d'Internet. Arts festivals is in the age of the Internet. Depuis toujours, il y a des performances. Depuis toujours, il y a des danseurs qui arrivent au milieu d'un groupe et qui commencent à faire des choses, et des conteurs qui commencent à compter. Maintenant, on a cadré ça. Je pense que naturellement, avant, ça se faisait. J'ai eu la chance de vivre en Afrique noire quelques années, et naturellement, il y a des mises en scène qui se font sur la place du village, et puis des gens qui commencent à jouer des jeux, etc., sans qu'on ait besoin de payer un ticket, etc., etc. Ça se fait naturellement. Maintenant, on est rentré dans quelque chose de bien plus cadré. Mais je pense que la scène, de façon globale, c'est tout d'un coup un espace sociétal libéré des conventions.
libérer des codes. Et en se libérant des codes, justement, on rejoue la vie un peu. Certes, on a vécu comme ça, avec tout cet ensemble de codes. Et si tout d'un coup, on relançait les dés, qu'est-ce que ça donnerait? Et je pense que chaque artiste, à sa manière, relance les dés et propose un autre mode de vie, à son petit niveau. Hein. On ne rejoue pas la vie dans son entité, mais à chaque fois, on dit, tiens, dans tel domaine, et si on essayait ça? Et je pense que chaque écrivain ouvre un nouveau monde. Chaque musicien propose un autre univers sonore, etc., que ce qui existe déjà. Et le but de la création, c'est tout d'un coup de dire, tiens, voyons plus loin un petit peu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Et sortons un peu de ce monde étriqué dans lequel on est. Essayons d'ouvrir de nouvelles portes. Dans le programme d'Antigel, vous êtes décrit comme l'un des artistes les plus passionnants de notre époque. Exciting artists of our time. Non, c'est très gentil, mais je pense que c'est exagéré. Il y a des très grands artistes partout. Moi, je fais un travail particulier sur le... Effectivement, je pense avoir trouvé quelque chose d'original et de singulier avec ce travail sur avec la Terre. Et puis... Mais je fais d'autres travaux aussi. Un autre qui est dans le même principe, qui est l'Enferme-moi. Et l'Enferme-moi, c'est un travail où, là, ce n'est pas mon visage que je vais transformer à l'infini, mais c'est la personne qui parle en moi. C'est-à-dire que je cours dans une roue en métal que j'ai construite, je rentre dans cette roue et je commence à courir, et je dis un texte. Mais le principe, c'est que je ne connais pas ce texte. Donc j'ai à laisser les mots venir en moi. Maintenant, là, je dis, qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que je dis là? Comment, où, c'est quoi? Comment, c'est 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 où, c'est quoi? Où, c'est à qui, c'est moi? Moi, c'est à qui, c'est moi? C'est à qui, c'est moi? C'est moi, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est à moi. Ici, c'est chez moi. C'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Je suis ici, chez moi. C'est chez moi. C'est chez moi. C'est ma tête, c'est mon cerveau, c'est ma tête. Pourra dire ce qu'il voudra. Pourra dire ce qu'il voudra. Ça ne résout pas la question. Ça ne résout pas la question. Moi, je me tiens bien. Moi, je me tiens bien. Moi, je ne me lâche pas. Et je vais donc dire, par exemple, libellule, escargot, gloire, ophtalmique, qui a senti comme une sorte de puanteur nostalgique qui rentrait comme un démon par mes oreilles et qui voulait me faire dire des choses que je n'avais jamais entendues avant. Et pourtant, je savais bien que ce n'était pas ma mère qui parlait. Alors j'espérais que ça soit peut-être Marc Dupontel ou je ne sais pas trop qui m'aurait permis de réaliser enfin ce rêve qui me hantait depuis toujours. Donc je laisse les mots venir en moi. Et je laisse donc, de même que quand dans Transfiguration, je laisse mes mains parler, je dois laisser mes mains parler. Mes mains doivent aller plus vite que ma pensée et doivent faire, de même quand je sculpte, il y a un moment donné où je vois mes mains qui sont comme des poissons qui vont plus vite que moi. Et là, pareil, je laisse les mots venir en moi. Parce que je pense aussi que depuis toujours, on nous a dit « tu ne dois pas parler pour ne rien dire, mon enfant. Tu dois aller de A à B. » Et à force d'aller de A à B, on ne fait que d'aller de A à B. Mais ça serait peut-être bien de passer par C. Et comment passer par C? Eh bien, justement en se disant, je ne vais pas aller à B, je ne sais pas où je vais aller. Je vais laisser les mots venir en moi. Beckett a une phrase très belle, il dit, les mots cherchent une bouche où se mettre. Je pense qu'on a des milliards de neurones dans notre tête qui en permanence veulent amener des mots. Mais on veut contrôler. Et c'est très drôle de voir qu'il y a des fois où on est vraiment pris par un problème. Et en permanence, ça revient en boucle. Et on dit, allez, laisse-moi tranquille, je veux arrêter de penser à ça, je dois penser à autre chose. Et on voit bien que là, le neurone se réactive et la pensée revient. De même comme on peut avoir aussi un morceau de musique qui ne cesse de revenir. Et on voit bien là que, en fait, le jeu qui parle, c'est quelque chose de très complexe. Et c'est intéressant à un moment donné de lui dire « mets-toi de côté un petit peu, laisse-les parler ». Et là, je laisse tout un ensemble de neurones, de mots parler en moi, et tout d'un coup, ça parle, ça ne cesse de parler. Et quand j'arrête d'essayer de trop
projectiver devant moi, de trop être dans ce gouvernail bien calé. Je vois des tas de choses qui montent en moi, parce qu'à mon avis, depuis 3 milliards d'années, ça parle. Ça ne cesse de parler. Depuis la mare de bactéries jusqu'à l'Académie française, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Ça ne cesse de parler, ça piaille, ça ne cesse de chanter, etc. Et c'est très intéressant de laisser parler, parce que là, tout d'un coup, il y a des tas de parfums qui montent, qu'on avait bloqués, etc. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes avec des codes très marqués qui nous obligent à marcher droit. Mais c'est intéressant aussi, durant un certain temps, qui est celui de la scène, de sortir de tous ces codes-là. Et donc cet exercice dans l'enfer-moi qui consiste à laisser la parole venir comme ça, là aussi je rentre dans une certaine transe et je vais défigurer non pas mon visage, mais ce locuteur, cette chose qui n'arrête pas de parler, tout d'un coup je lui donne un éventail bien plus large. Et il apparaît des tas de choses, des tas de personnes, je suis habité par vous êtes habité par une série d'identités que vous n'imaginez pas. Et c'est très intéressant de laisser venir tout ça. En parlant de l'avenir, quels sont vos prochains projets? Mon rêve, effectivement, ça ouvre justement cette connexion avec l'idée de qu'est-ce que pourrait venir après. Effectivement, cette performance-là, Transfiguration, je suis à genoux, enfin assis, quoi. Et donc je travaille très peu avec les jambes. Mais je donne de plus en plus des masterclass un peu partout dans le monde, où je vais initier les gens à travailler avec la terre. Et je me suis rendu compte que le corps en entier, lorsqu'il est recouvert de terre avec des excroissances, parce qu'on peut se faire un ventre énorme, je me transforme en femme, je peux me faire des seins, je peux me faire une épaule énorme, etc. Et je travaille avec les élèves en transformant ça, et je peux réunir des corps, les coaguler avec de la terre, et produire des monstres avec 2, 3 têtes, etc. Et mon idée prochaine, c'est de mettre en place un spectacle avec donc différents danseurs ou acteurs que sur lesquels justement je vais travailler avec eux, moi aussi, mais sur une performance en groupe pour créer un vrai spectacle, parce que ces corps recouverts de terre et qui commencent tout d'un coup à se déformer, à avancer. J'ai fait des séries de déplacements de corps qui ont tout d'un coup un ventre qui descend jusqu'en bas, etc. Cela donne une allure incroyable. Ou une tête qui va tout d'un coup peser 30 kilos et le danseur est là comme ça avec sa tête. Et tout ça change complètement notre rapport au corps et est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est vraiment un de mes projets prochains de monter un spectacle avec différents acteurs et toujours avec cette idée donc de la déformation du corps avec de la terre. Quand je faisais mes recherches sur vos vidéos, j'ai trouvé une vidéo d'un jeune homme américain qui a décidé de se filmer en train de regarder votre vidéo pour la première fois. Il ne l'avait jamais vue auparavant. Alors, il a enregistré sa réaction. Elle a été très drôle. J'aimerais bien savoir si vous voulez entendre ce qu'il disait en regardant cette vidéo. Il a commencé par présenter ses excuses pour avoir mal prononcé votre nom. Puis il a dit « Mais que fais-tu ? Je suis tellement confus. Bon, tu peux faire tout ce qui te rend heureux. » And then he said, well, do whatever makes you happy. He was saying to you. Lorsque vous mettiez des cheveux sur les vôtres, il a ajouté « Mais tu as déjà des cheveux, pourquoi en mettre plus dessus ?» Il a dit que c'était l'une des vidéos les plus étranges sur YouTube. Il a fini par demander « Et alors, quelle est l'idée de base ?» Donc il a regardé jusqu'à la fin et sa dernière question était « Quelle est l'idée de cette vidéo ?» Mais c'est très intéressant parce que cette performance, effectivement, vous avez là un personnage qui se transforme le visage. Mais personne ne peut dire... Enfin, il y a ce caractère très confus des spectateurs parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi il fait ça? Et si je me fais 2 yeux d'un côté, est-ce que ça veut dire que je suis gai ou triste? Donc il y a un malaise des spectateurs la première fois qu'ils voient cette performance.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que je pense que je touche à des régions du cerveau qui n'ont pas été tellement stimulées. Pour vous le dire autrement, si je souris, on comprend que je suis content. Si je montre les dents, je ne suis pas content, etc. Mais si je me fais un œil là, ou si je fais 2 yeux là, ou si je fais une bouche là avec un nez là. Il y avait aussi un autre commentaire. Je ne sais même pas où est son visage. Et là, il y a une confusion, on ne comprend pas très bien. Et pour autant, je le fais avec détermination, intention, et on voit que j'insiste, etc., etc. Et donc le spectateur là est très bouleversé parce qu'il n'arrive pas à associer à ces stimuli-là des réponses comportementales naturelles. Et donc il est déstabilisé. Et cette déstabilisation m'intéresse beaucoup parce que justement je vais lui montrer à voir quelque chose qu'il a désappris. C'est-à-dire que, compte tenu de la banalisation du quotidien qui fait qu'on voit toujours des visages et qu'on comprend tout de suite, le moindre mouvement, on l'analyse tout de suite. Or là, tout d'un coup, on est amené à revisiter un visage. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'à la fin de cette performance-là, les gens se disent « Ah oui, j'avais pas vu tout ça. J'avais pas vu qu'un visage, c'était un tel éventail de formes possibles. J'avais pas compris la dimension cachée du visage. J'avais pas vu la valeur métaphysique incroyable d'un visage, parce qu'un visage, ça cache une identité, c'est-à-dire un être intérieur, et que cet être intérieur nous dépasse tous. Encore une fois, cet être intérieur, c'est l'innommable dont parle Beckett, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'atteint jamais. Et moi, je cherche en permanence à l'atteindre, mais je ne l'atteins jamais. Et justement, la définition du moi, c'est peut-être justement ce que tu ne peux jamais toucher, ce à quoi tu n'arrives jamais. Parce qu'on est pris dans ce théorème de Gödel dont on parlait avant l'émission, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'atteindre soi-même. On est dépassé par soi-même. On est surhabité par soi-même. Il y a quelque chose de très étrange là-dedans. Si vous pouviez lui parler directement et dire une seule chose à cette personne qui a regardé votre vidéo, que lui diriez-vous? What would you say? Regarde-toi dans un miroir, tu es magnifique.